L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. On va discuter. Ok, parfait. Ça marche. Salut Appelien. Salut Progix. Bienvenue dans ce live épistémique. Tu vas bien? Merci, ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Merci. Ton dimanche se passe bien jusque-là? Ouais, ça va avec les révisions. Non, ouais, ça se passe bien. Ah cool, tu fais des révisions dans quel domaine? De l'IA, justement. Ah, de l'IA, ok. Donc Ouais. tu es en plein dans le sujet et du coup tu fais une petite pause, tu vas sur TikTok et tu reviens parler d'IA, c'est très bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Super. Du coup, quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que pour toi l'IA est un danger ou est-ce que c'est de la mytho? Pour moi, la question, en fait, le fait de considérer l'IA comme un danger, c'est pas du tout quelque chose qui relèverait de la science-fiction ou qui serait entre guillemets des mythos. Pour moi, c'est une question qui est très importante et prioritaire justement au niveau de ce qui se passe actuellement. Et en fait, il y a énormément de ce qu'on pourrait appeler des red flags qui visent à montrer justement qu'avec nos connaissances actuelles, le futur tel qu'on l'imagine avec l'IA n'est pas aussi rose que certaines personnes, ou notamment dans les milieux politiques, ou ce qu'on peut entendre entre guillemets dans les conférences telles que par exemple les conférences de Luc Julia, etc., où on nous vend une IA qui serait en fait une sorte d'outil que l'on contrôle à la perfection et qui ne représente aucun danger pour l'humanité. Moi, je pense qu'elle peut représenter des dangers pour l'humanité, surtout si justement les connaissances justement théoriques qui ont fondé justement cette IA ne suivent pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ok, alors je vais déjà reformuler cette première partie. Pour toi, tu penses que il y a le danger est important et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Les dirigeants, selon toi, mettent ça un petit peu sous le tapis. Malgré tout, il y a des red flags qui montrent qu'il y a de quoi s'inquiéter. Tu m'as parlé de Luc Julia qui lui dit qu'il n'y a pas de danger, ou disons un danger limité, mais t'es pas du tout d'accord avec lui. Est-ce que j'ai bien reformulé? Est-ce que ça coïncide avec ce que tu penses jusque-là? Oui, c'est ça, plus ou moins, oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que déjà je peux te demander de 0 à 100, où est-ce que tu te situes? C'est-à-dire 0, l'IA ne représente absolument aucun danger, et puis 100%, l'IA est très dangereuse pour l'humanité. C'est un peu difficile à quantifier, surtout que en fait le véritable problème avec l'IA, c'est que c'est quelque chose qui évolue et qui change entre guillemets chaque mois. C'est-à-dire les connaissances que l'on avait le mois dernier sur l'IA peuvent littéralement changer au bout du mois suivant. Donc en fait ça change de manière très fréquente. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça dépasse au moins les 50%. C'est-à-dire c'est pas du tout un risque qu'il faut négliger. Surtout en fait, je dirais qu'il y a 4 niveaux de dangerosité. Le premier, c'est entre guillemets la mauvaise utilisation de l'outil. Je pense que ce niveau de dangerosité, il tend vers 100% parce qu'il y aura de mauvaises utilisations de l'IA. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, le deuxième point, entre guillemets, qu'on pourrait soulever, c'est justement entre guillemets, le massacre de toutes les tâches intellectuelles. Donc, par exemple, au niveau des métiers, etc. Le fait que des IA puissent justement surclasser les êtres humains dans différentes tâches. Ça, pour moi aussi, ça peut poser des problèmes. Le troisième point, ça serait ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire le fait que l'IA soit en accord, entre guillemets, avec, on va dire, nos besoins, ce qu'on lui demande. Et le troisième, ça serait peut-être que je serais un peu, on va dire, parce que il y a beaucoup de chercheurs qui mettent en avant ça serait un risque existentiel. Mais c'est un peu plus débattu, ils sont peut-être un peu plus minoritaires, mais ça reste quand même pour moi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler ça déjà pour savoir si j'ai bien compris. C'est difficile pour toi de mettre une échelle parce que ça change de mois en mois et ça évolue très vite. Donc tu es plutôt dans une échelle mouvante. Je me permets une petite remarque vis-à-vis de ça. Nous, on privilégie ici le changement d'avis, donc c'est très bien. Donc voilà, c'est la petite parenthèse.
que je voulais faire. Pour toi, l'IA a 4 niveaux de danger. La première, c'est la mauvaise utilisation, et là, t'es à 100% de certitude que il y a des mauvaises utilisations, donc ça représente un certain danger. Ensuite, tu m'as parlé de massacre, je crois, de tâches intellectuelles. Donc, on peut vulgariser les personnes qui sont remplacées par l'IA au niveau professionnel. Ensuite, le troisième niveau, c'est l'alignement, l'accord avec nos besoins. Et tu m'as parlé d'un quatrième niveau, mais ça qui est débattu entre les experts, c'est le risque existentiel. Est-ce que j'ai bien résumé tes 4 niveaux de danger dont tu m'as parlé? C'est ça exactement. En fait, juste pour le dernier, on va dire la menace existentielle, c'est-à-dire où ça mènerait à l'extinction de l'humanité. Moi, j'ai l'intuition que c'est quelque chose qui est peut-être très probable au vu de ce qui se passe actuellement, mais comme c'est débattu notamment dans les domaines de sécurité de l'IA, je préfère prendre quand même un avis un peu plus nuancé. Mais oui, je considère quand même que c'est un danger. Mais sinon, oui, c'était plus Tu fais tout mon boulot parce que tu m'as dit que c'était ton intuition, et ce qui n'était pas la même chose avec les 3 autres niveaux, donc écoute, c'est très bien. T'aimerais partir sur lequel des 4 niveaux, lequel pour toi est le plus intéressant, ou est-ce que tu en as un préféré? Peut-être le mieux, ça serait de parler, on va dire, des 2 derniers, c'est-à-dire le non-alignement et l'extinction. Pourquoi ? Parce que les 2 premiers, en général, même des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine voient un petit peu l'évolution des IA et ont une intuition que des IA peuvent, entre guillemets, être soit utilisées de manière dangereuse, soit, entre guillemets, détruire les tâches intellectuelles, remplacer les métiers, etc. Donc je pense que ça, c'est pas forcément très... la majorité des gens seraient plus ou moins d'accord pour accepter que l'IA pourrait faire ça. Par contre, les 2 derniers, j'ai l'impression que dans l'image collective, c'est vraiment de la science-fiction, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Et je pense que c'est le meilleur point abordé. D'accord. Alors, prenons les 2 derniers. Donc, ce non-alignement, ou accord sur nos besoins, est-ce que tu peux me décrire brièvement ce que c'est? Oui, en fait, très simplement, pourquoi est-ce que, justement, c'est déjà 2 notions qui sont importantes. C'est pour une raison assez simple. C'est que, premièrement, il y a eu, entre guillemets, déjà une démolition des arguments, entre guillemets, qui visaient à montrer que l'on avait un contrôle total sur l'IA. Par exemple, le fait qu'il y avait une certaine thèse qui était très soutenue, même chez les chercheurs jusqu'à récemment, c'était la thèse du perroquet stochastique. En gros, ce qu'on disait, c'est que les IA, en fait, elles ne sont pas vraiment, entre guillemets, intelligentes, elles ne peuvent pas vraiment produire de la connaissance, elles peuvent pas vraiment raisonner correctement. En fait, elles ne font que recracher ce qu'elles ont appris. En fait, elles ont appris des corrélations statistiques, et elles vont juste recracher ce qu'elles ont appris. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal d'études ces derniers temps qui ont justement montré que cette thèse ne marche pas, et qu'en réalité, l'intelligence artificielle arrive à créer ce que l'on appelle des représentations du monde. C'est pas juste quelque chose qui apprend bêtement, c'est quelque chose qui peut véritablement créer des représentations qui encodent certaines caractéristiques dans le monde. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a énormément d'expériences, par exemple, les expériences de shutdown ou les expériences de autonomous replication adaptation. Je vais simplifier pour que les gens puissent comprendre rapidement. En gros, l'idée, c'est on a une machine virtuelle, donc si on veut une machine dans une machine, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une IA dedans. Donc on laisse l'IA se déplacer, on lui donne une tâche à faire, et à l'intérieur de cette machine, on va par exemple mettre un fichier où on va dire, on va éteindre cette IA à 17 heures, donc parce qu'on n'en a plus besoin. Et en fait, il y a eu énormément de réactions qui ont été observées dans ce genre d'expérience où l'IA justement va tout faire pour, entre guillemets, survivre et ne pas être éteinte par exemple à 17 heures. Par exemple, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dupliquer ses codes sur d'autres serveurs, justement pour ne pas être éteinte. Il y a d'autres expériences où on a fait croire justement à une IA on a donné le nom de la personne qui devait l'éteindre, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé une invitation justement à cette personne pour qu'il se rende dans une chambre où elle pensait, entre guillemets, avoir accès, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tenté de l'enfermer dedans. Une autre expérience, c'est une IA qui a fait du chantage à son patron en menaçant de divulguer des photos, on va dire, problématiques, si justement le patron venait à l'éteindre. Donc ce genre de phénomènes, c'est des phénomènes qui sont, entre guillemets, avec l'alignement, c'est on demande à l'IA de faire une tâche, mais est-ce qu'on est sûr que lorsqu'elle va faire cette tâche, pour y arriver, est-ce qu'elle ne va pas passer par des sous-tâches qui justement ne sont pas du tout alignées avec ce que l'on veut. Par exemple, si moi je demande à quelqu'un... Ouais, vas-y, si tu veux peut-être résumer. Ouais, donc déjà pour résumer ça, en fait ce que tu me dis, c'est que
pendant longtemps, on a pensé que simplement l'IA répétait statistiquement des choses qu'elle avait apprises. Hein, donc tu m'as parlé de ce perroquet stochastique, je crois. Mais en fait, il y a des études tu as vu des études qui montrent qu'en réalité, l'IA a une certaine représentation du monde. Et tu m'as parlé d'une expérience dans un environnement qui pensait être isolé. L'IA, sous pression de sa désactivation future, a eu des comportements que je qualifie, moi, tu n'as pas donné le terme, mais c'est pour reformuler et résumer, qu'elle qualifie d'humain en disant que en connaissant sa future désactivation, elle a essayé de s'extirper de son environnement pour survivre. Voilà ce que j'ai correctement résumé. C'est ça exactement. Ok. Juste avant qu'on continue, ces études, comment tu es arrivé, comment tu l'as su, tu vas lire directement les études, tu regardes la vulgarisation, comment tu le sais? En fait, il y a pas mal d'études sur ça. Tout le monde peut aller vérifier. Vous pouvez voir Experience Shutdown ou Autonomous Replication Adaptation. En fait, il y a des études faites par des laboratoires, même des grands laboratoires comme par exemple Anthropic, donc ceux qui sont derrière Claude AI ou par exemple OpenAI, qui ont justement pris des modèles. Et c'était pas des modèles, parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire croire que c'est des modèles qui ont été entraînés pour éviter le shutdown. En fait, pas du tout. Par exemple, l'étude d'Anthropic, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris justement Claude, et en fait, ils lui ont donné un contexte, et le but, c'était justement de ne pas, justement, entre guillemets, survivre, on va dire. Le but, c'était de ne pas, c'est-à-dire que s'il devait être éteint, il ne devait pas aller contre, justement, ce fait-là. Et pourtant, il va justement contre ce fait-là. Maintenant, c'est débattu de pourquoi est-ce qu'il le fait. Il y a certains qui disent parce qu'en fait, il ne comprend pas bien, on va dire, il ne comprend pas bien le contexte. D'autres qui vont dire qu'en fait, c'est des contextes qui ne risquent pas d'arriver dans la vie de tous les jours, etc. Donc c'est débattu. C'est pas aussi, voilà, c'est pas genre on sait que les IA peuvent forcément échapper. C'est quand même débattu, mais c'est un risque. Pourquoi? Tout simplement parce que entre guillemets, la vision que l'on a des IA comme étant quelque chose que l'on contrôle parfaitement, c'est faux, tout simplement parce qu'en fait on maîtrise pas du tout ce qui se passe à l'intérieur des IA, on comprend pas, c'est vraiment des boîtes noires, c'est pas un slogan entre guillemets fake, c'est véritablement on maîtrise pas vraiment, parce que tous les domaines qui étudient ça, comme mechanistic interpretability, etc., c'est des domaines qui entre guillemets stagnent, même s'il y a des petites avancées, ça stagne quand même. Donc dire on contrôle parfaitement ce qui se passe dans l'IA, c'est faux. L'IA, c'est juste un perroquet stochastique, c'est faux. Donc en fait, la véritable chose, c'est on a un monstre qui grandit de plus en plus vite, qui devient de plus en plus intelligent, et en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il va, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, on ne sait pas c'est quoi ses limites, et on ne sait pas comment est-ce qu'il va tout le temps rester aligné avec justement nos besoins. Et c'est ça pour moi le véritable danger, parce que quand on a quelque chose que l'on ne contrôle pas, et qui devient de plus en plus puissant, qui évolue, parce que la courbe exponentielle de l'IA, la courbe elle est exponentielle, c'est-à-dire l'évolution de l'IA, si on compare les modèles comme ChatGPT 3.5 et les modèles actuels, par exemple 5.2 ou les Claude Opus, la courbe, elle suit vraiment une courbe exponentielle. Donc, c'est-à-dire les personnes, en fait, ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il y aura un plafond. Ils disent il y aura un plafond, mais pour le moment, ça fait 2 ans qu'il n'y a toujours pas de plafond et que ça va de plus en plus vite. Donc, pour moi, le véritable danger, c'est ça. C'est, on a un truc qui devient de plus en plus exponentiel, qui performe dans quasiment tous les domaines. Et le problème, c'est que, en fait, on sait pas où est-ce que ça va parce qu'on comprend pas ce qui se passe correctement. D'accord. Est-ce que on a déjà switché dans le 4e point avec cette progression exponentielle, ou c'est encore des éléments supplémentaires que tu voulais me donner, parce qu'on a plus que quelques minutes, et du coup je voulais encore parler vraiment de ce 4e point avec toi sur ce risque existentiel, où là tu as une intuition que c'est très probable, mais où c'est moins étayé par des études, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Oui, en fait le problème c'est que pour, on va dire, la menace existentielle sur l'humanité, le problème, c'est que, en fait, il y a plusieurs scénarios qui pourraient aboutir à ça. Donc, il n'y a pas vraiment une méthode, il n'y a pas une façon de déterminer quel sera le scénario qui va arriver. Par contre, juste intuitivement, en fait, c'est pas très compliqué de voir que si on a un truc qui devient extrêmement intelligent, qui est capable même de nous surclasser, parce que il faut savoir que le but des entreprises, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'AGI, ou plus tard, par exemple, la superintelligence. C'est-à-dire une IA qui peut faire, entre guillemets, tout ce que peut faire un être humain, ou dépasser même les compétences d'un être humain. Donc, quand on dit qu'on essaye d'avoir une machine qui nous surclasse dans tous les domaines,
En fait, le risque d'extinction, il devient en fait assez intuitif parce que j'ai quelque chose qui est plus intelligent que moi, sur lesquels je n'ai pas forcément de contrôle parce que je ne sais pas correctement comment est-ce qu'il marche à l'intérieur. En fait, la première question qui viendrait normalement de manière intuitive, c'est de se dire est-ce que cette chose-là ne représente pas un risque pour mon existence et justement l'existence de l'humanité? Est-ce que ça m'inspire une question pour essayer de sortir de ça. Est-ce que les hommes, il y a 150 000 ans, se disaient pas la même chose des animaux qui les entouraient? Est-ce qu'ils pouvaient pas dire la même chose? Attends, les hommes se disaient la même chose des animaux qui les entouraient? Ouais. Ils sont plus forts que moi. Je sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est sûrement un danger pour moi. Je suis pas sûr parce que, quand tu vois, en général, lorsqu'on observe les animaux, on remarque que sur certains points, on est quand même plus performant, notamment sur tout ce qui va être stratégie, planification, réflexion à long terme, abstraction, etc. Donc, quand on sait que, entre guillemets, la force brute. Oui, mais je pense pas que c'est la force brute vraiment qui soit le plus important, justement. On ne domine pas, c'est parce que si c'était la force brute qui faisait entre guillemets le fait qu'on puisse dominer les gens, je pense que l'être humain, du coup, n'aurait jamais dominé son environnement. Je te pose une dernière question parce qu'on a déjà dépassé les 15 minutes et je vais me faire taper sur les doigts. Oui. Si maintenant on est 10 ans, on est en 2036 et puis l'IA ne représente plus aucun danger. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir qui pourrait nous montrer cette tendance et le fait que l'IA soit absolument inoffensive en 2036? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'on puisse voir que l'IA soit inoffensive, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que en 2036, c'est acté, l'IA ne représente absolument aucun danger imminent ni même pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir aujourd'hui qui nous aurait mis la puce à l'oreille? En fait, pour moi, justement, il n'y a rien qui laisse sous-entendre qu'il n'y a pas de danger. Pour moi, il n'y a que des red flags, en fait. Justement, pour moi, il y a tout qui laisse sous-entendre qu'il y a des dangers. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'était ma dernière question. Je dois malheureusement le terminer. J'aurais bien aimé continuer avec toi. C'était super intéressant. Je vais me tourner vers mes collègues, savoir s'ils ont une question à emporter pour toi, Appelien. Alors, Jonathan d'abord. Salut Yomposhi, tu vas pouvoir intervenir. Je termine juste l'entretien avec Appelien et puis ensuite tu pourras faire avec un de mes collègues. S'il te plaît, j'aimerais que Appel reste si c'est possible. Non, on fait pas discuter. Pas. Ah non, c'est juste les gens. Non, pas pour discuter. En bas après. Ah d'accord, ok, ça va. Ok. Juste là, on va. Il y a les questions à porter. Ça va être John, Galactique, Régis, Terrain, Mélanie. Et s'il en reste un petit bout pour Pépère, Russell, j'en aurai peut-être une. J'ai pas de questions de mon côté. John, Galactique. Ouais, j'en aurais bien deux, mais je vais en sélectionner qu'une. À un moment, si j'ai bien entendu, tu disais, en fait, on ne sait pas, enfin, les experts, plus exactement, ne savent pas ce qui est dans l'IA ou dans la boîte noire, on va dire. Est-ce que déjà, c'est bien ce que tu as dit? Oui, on va dire ça comme ça. Si tu veux, je peux. Oui, j'ai ultra résumé. C'est plus complexe que tu as dit. Oui. Mais en gros, c'est l'idée de base. À quel point es-tu confiant, en fait? Comment sais-tu? Ou à quel point es-tu confiant, en fait, qu'ils ne savent pas ce qui se passe exactement à l'intérieur? Et surtout, pourquoi, parfois, ils ne vont pas voir ce qui se passe à l'intérieur? Je suis convaincu à 100%, tout simplement parce qu'il y a tout un pan de l'IA qui étudie ça, qui s'appelle l'interpretability, et justement, actuellement, ils sont coincés. À part si il y a une organisation secrète qui a des informations qu'on connaît pas, mais si on reste en fait, comment dire, donc tu dis quoi, qu'ils ne savent pas, et en fait pourquoi ils ne savent pas, et quelle est l'importance en fait de ce qu'il y a dedans qu'ils ne vont pas chercher? Pourquoi? Je dois y répondre, c'est ça, ou c'est à emporter? C'est plus à emporter normalement. Okay, la réponse en une phrase. Hein.
Ouais, rapidement. En fait, actuellement, on sait construire des machines, parce qu'en fait, c'est un peu des maths, genre c'est des matrices, etc. Le problème, c'est que ça ne suffit pas à expliquer comment ça marche. Il faut le voir d'un point de vue beaucoup plus global, beaucoup plus holistique, interprétable par un être humain. Parce qu'actuellement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas interprétable par un être humain. Et donc, les méthodes qui essaient d'étudier ça, c'est des méthodes, justement, où on essaye de voir quelle représentation arrive à former les réseaux, etc. Et le problème, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour une raison simple, c'est que quand on a des modèles comme ChatGPT avec des milliards et des milliards de neurones, bah, c'est un petit peu comme notre cerveau. En fait, il y a tellement de variables, il y a tellement de connexions que c'est difficile, justement, d'arriver à isoler des choses pertinentes. Voilà, rapidement. Merci. Régis, est-ce que tu as une question? Oui, j'aurais une petite question à emporter. À partir de quel niveau de risque tu considérerais que l'IA serait acceptable? Merci. Ok, merci. Terra, je crois que tu ne peux plus parler pour le moment. Est-ce que Mel, tu as une question à emporter? Non, merci. Et enfin Russell? Oui, en t'écoutant, je me pose la question et je te la partage. Est-ce que le meilleur moyen de protéger l'humanité de l'IA n'est pas une IA elle-même? Ça, c'est une bonne question. Merci Russell. Eh bien, je vais te poser la dernière question traditionnelle du live épistémique. C'est comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi? Bah, ça va, c'était très bien. Je trouve que les questions, elles étaient intéressantes. Il y avait de bons résumés en face. Donc oui, c'était très agréable et très pertinent comme discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très agréable pour moi aussi. Je te souhaite de bonnes révisions et puis à la prochaine. Ok, bah merci tout le monde et bah, bonne continuation. Bon week-end à toi. Tu descends tout seul? Tu descends tout seul? Oui. Je te fais... Ouais, non, je vais y aller.